Qui va vous convaincre? C'est parti, 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. Nous sommes ensemble pour débattre et en direct jusqu'à 21 h. Ce soir, dans Qui va vous convaincre, la militante féministe Fatima Benomar, l'accord en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'AREM et les RR, une aubaine pour la gauche. C'est ce qu'elle pense, il va falloir beaucoup d'arguments de défense. Xavier Couture, ancien dirigeant producteur de télévision, non à l'écriture inclusive, c'est ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer. Bravo, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Le docteur Taureau, médecin généraliste, porte-parole du collectif des soignants. Il faut vacciner tout le monde et surtout, il faut l'assumer. Enfin, Rosa Méziane, présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires, présidentielle. Les gilets jaunes reviennent. La présidentielle sera en jaune. Et on va commencer avec Fatima Benomar, militante féministe. Nous allons reparler des négociations La République En Marche et les Républicains en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'AREM s'arrangerait avec les LR qui du coup perd l'investiture. Aujourd'hui, rétropédalage ou plutôt explication de texte signé Renaud Muselier, l'actuel président de région, tête de liste LR ou ex-LR. Il s'explique. Notre région d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de listes. Et pour la composition de ces listes, qui n'est pas faite, de la liste qui n'est pas faite, ou de ces listes par département qui ne sont pas faites, je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toutes leurs forces à des enjeux locaux et non nationaux. Ce qui exclut les détenteurs de mandats nationaux, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs et les députés européens. Je ferai en sorte de convaincre tous ceux qui voudront se rassembler à mes côtés de respecter ce souhait. Donc, on va voir qui arrive sur la liste et si liste il y a fusionné entre LR et la République En Marche. Sera décidé demain au Conseil. Mais enfin, pour vous, Fatima Benomar, ça peut être une opportunité, une belle opportunité, une aubaine pour la gauche. Top chrono, vous avez 90 secondes. Effectivement, on dit depuis hier que cet accord LR et l'REM, il sème la confusion dans le débat politique et le paysage politique. Moi, je trouve qu'au contraire, il l'éclaire. Il n'y a qu'à voir la composition du gouvernement actuel qui montre bien qu'il y a une nouvelle réalité politique. Et moi, je me suis fait un auto-quiz récemment pour essayer de me souvenir des différents ministres de ce quinquennat d'où ils venaient. Et je me plantais une fois sur deux. Par exemple, Castaner, j'avais complètement oublié qu'il venait du Parti socialiste. Et depuis hier, j'entends des personnes de LR qui défilent dans les médias pour monter au créneau et conspuer un petit peu cet accord, mais je n'ai entendu rien de consistant sur le fond. J'ai même entendu Julien Aubert dire il va falloir trouver un projet alternatif. Mais en réalité, je ne comprenais pas le clivage politique qui faisait qu'il devait y avoir deux partis distincts. Et finalement, aujourd'hui, ça devient aussi peu surprenant de voir des alliances LREM-LR que des alliances LREM-Parti socialiste. Et je trouve que finalement, c'est assez salutaire comme démonstration. Il faudrait peut-être remercier LREM d'avoir joué les cupidons entre PS et LR qui se tourner autour depuis des décennies sans conclure. Et quelque part, ça tout simplement légitime le fait qu'il y a un centre droit dans le paysage politique français, qui est tout à fait légitime, mais ça laisse le champ pour construire une gauche réelle, distincte, décomplexée, qui assume finalement vouloir reprendre la résistance au capitalisme, au néolibéralisme économique. Et ce n'est même pas une chance pour la gauche. Pour moi, c'est une chance pour la démocratie et pour que tout le monde puisse distinguer qu'est-ce qu'il y a dans l'échiquier politique et voter en son âme et conscience. 90 secondes. Alors, place au débat. Est-ce qu'il y a une place pour la gauche avec ce qui se passe en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Monsieur Taureau. J'ai vu les derniers chiffres quand même de la gauche en PACA. C'est PS plus Europe Écologie, c'est 23%. Je parlais pas de PACA. Non, mais on me pose la question sur la PACA. Donc voilà, on est à 23%, donc ça va être un peu compliqué quand même. Parce que maintenant, une aubaine pour la gauche, le Parti socialiste, c'est la gauche, c'est ça? J'ai pas compris. Pour moi, justement, dans ma démonstration, j'essaie de bien de dire que ce n'est plus j'ai bien compris cela. Donc en fait, le Parti socialiste n'est pas dans la gauche, on est d'accord? Donc après, on enlève 8%, quoi. Ah, bon, on enlève un gros paquet encore. Il y en a encore quelques-uns, des socialistes quand même, qui sont là. Si on se fie au dernier chiffre de Benoît Hamon à la présidentielle. Oui, mais je veux dire, donc là, c'est une aubaine pour la gauche, sauf les socialistes, c'est ça? Pour que se construise une gauche claire, parce que justement, moi, le souvenir que j'ai du précédent quinquennat, c'est que finalement, si on me dit choisir entre un ministre de l'Intérieur, Manuel Valls ou Darmanin, je ne saurais pas lequel choisir. Si on me dit qu'est-ce que tu préfères, la loi travail d'El Khomri ou les réformes des Macron sur le code du travail, je ne saurais pas qui choisir, à part que je sais qu'ils viennent du Parti socialiste. Mais justement, cette clarification peut permettre de construire une gauche claire, distincte, qui nous permet de savoir pourquoi on vote.
Parce que c'est ça Oui, le problème. parce que si la gauche doit gagner, s'ils se mettent pas tous ensemble, on a bien compris. Parce que donc, si j'ai bien compris, voilà, l'AREM et LR, le centre droit, on va dire, allez, d'ailleurs, il y en a un paquet qui sont déjà avec... Non, centre droit, avec on va remettre les choses Macron. au point. Non, on met les choses au point. Moi, je suis ni l'ARM, ni LR, moi, je suis UDI. Le centre droit, il est là. de Coubron, je le rappelle. UDI, donc voilà, le centre droit, il est là. Maintenant, les autres, ils font ce qu'ils veulent, d'accord. Maintenant, attention, ce qui s'est passé dans le Sud, c'est pas ce qui se passera dans toute la France. Je suis pas certain que tous les républicains soient contents de cette alliance avec l'ARM. Donc voilà, on peut pas d'un point... D'ailleurs, il a fait un rétro-pas-dégage magnifique, c'est-à-dire, on vire les députés, on vire les ministres, on verra qui on prend. Ça veut dire mais ces politiciens, on ne comprend toujours pas sur la base de quel clivage de fond. Moi, quand je dis que c'est une aubaine pour la gauche... Mais quelle gauche? La gauche France Insoumise avec qui? La gauche... La gauche antilibérale, celle qui, comme j'ai dit, assume une confrontation... C'est quel parti qui assume ça? Je pense tout ce qui est à la gauche du PS, et même il y a une part... C'est quoi le nom? C'est-à-dire... Non, je ne crois pas que ça existe encore. Il n'y a pas une... faut le créer, donc il faut créer une gauche qui peut gagner. Une gauche, ça peut être une alliance entre plusieurs partis de gauche qui sont antilibéraux. Moi, je pense qu'en ce moment... France Insoumise, NPA, LR, LO, qui sont pas d'accord entre eux d'ailleurs. Je trouve que justement, en ce moment, le néolibéralisme a fait tellement de dégâts qu'il y a une vraie opportunité et volonté de s'engager. Parce qu'il y a des inégalités qui sont réelles, qui sont visibilisées. Et par exemple, là, on commentait le nombre de milliardaires qui avaient explosé. Nous, en 2012, on proposait qu'il y ait un salaire maximum, c'est-à-dire que la personne qui est en tête d'une entreprise ne puisse pas toucher 20 fois plus que la personne qui est à la base de l'entreprise. Si on avait entrepris ça, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait un autre modèle de société. C'est une option, mais au moins, on pourrait construire une gauche qui fasse des propositions claires, parce que quand vous me dites, oui, mais la gauche, il faut l'additionner si on veut espérer qu'elle gagne, moi, si c'est pour me retaper le quinquennat de Hollande, je me demande bien pourquoi. Alors, Xavier Couture, il doute de l'opportunité de... J'entends l'argumentation, mais je pense que nous vivons dans un régime qui s'appelle la Ve République, et qu'on vit dans un paradoxe qui est purement macronien, qui est un certain nombre de partis qui sont des ex-partis de gouvernement, qui ont dirigé ce pays pendant des décennies, qui n'ont plus de chef, et puis de nouvelles formations émergentes qui ont un chef, qui sont, d'une part, le Rassemblement national avec Madame Le Pen, d'autre part, les Insoumis, qui ont encore un chef, même s'il a un peu fondu, qui s'appelle Monsieur Mélenchon. Au milieu de tout ça, il y a un formidable chef sans parti, qui s'appelle Macron. Et donc, lui, son génie, c'est de dynamiter l'ordre des partis pour essayer de créer autour de lui un mouvement politique qui le mette à l'abri de ces débats partisans qui, à son sens, n'existent plus. Et je pense qu'on est dans une espèce de fracture qui nie la Ve République, alors qu'on est en Ve République. Je ne doute pas qu'il n'y ait pas... C'est justement pas un espace pour la gauche. Là où je vous rejoins. Dans tout le mouvement dont je parle, il y a la question de la Sixième République, il y a la question de changer de régime politique. Mais ça, c'est les électeurs qui le décident. Je vous rejoins sur un point. Va la démocratie. Là où moi je rejoins Fatima sur un point, c'est sur la capacité pour la gauche, qui est pour l'instant évanescente, qui se... Mais elle n'est pas d'accord entre elles. C'est les gauches irréconciliables. Oui. C'est pas grave, la gauche plurielle a déjà existé du moment qu'elle est sur une base claire. Je suis désolée, le quinquennat où Jospin a été aux commandes, c'était pas celui de François Hollande. On n'a pas fait les mêmes progrès sur le champ économique, sur la question du droit du travail. Ils étaient dans le même parti socialiste, François Hollande et Lionel Jospin. Justement, il y a un cheminement depuis ces années-là du Parti socialiste. Qui s'est fracturé sur la question européenne, qui s'est fracturé sur la question de la sécurité. Aujourd'hui, on ne voit plus trop. Alors, Rosa Méziane. Alors moi je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a une opportunité pour la gauche? C'est notre débat. Alors je crois pas que ce soit pour la gauche qui a une opportunité, je crois que c'est plutôt pour l'extrême droite qui a une opportunité. C'est plutôt ça. Je suis assez d'accord avec Fatima sur la question de la clarification. Si cet événement en fait a créé une chose, c'est la clarification. Il est clair qu'aujourd'hui Emmanuel Macron a fait une politique de droite depuis le début de son quinquennat. Et donc quelque part ce mini chamboulement, ce mélodrame rappelle à quel point aujourd'hui on est à la limite du en même temps. Emmanuel Macron n'a pas fait du en même temps pendant son quinquennat. Il a fait une politique de droite. Et aujourd'hui, ça vient juste le confirmer. La difficulté aujourd'hui pour les LR, c'est elle va devoir en fait choisir. Vous avez toute cette droite républicaine, libérale, qui de fait se reconnaît, qu'elle le veuille ou non d'ailleurs, dans la politique d'Emmanuel Macron, et cette droite réactionnaire qui dit assez clairement que la différence entre elle et le Rassemblement national, c'est la capacité de gouverner. Moi, ça me choque profondément aujourd'hui qu'une personne des Républicains puisse tenir ce genre de discours. C'est Éric Ciotti. Donc, pour le coup, on a aujourd'hui... Mais
un certain nombre de sénateurs, par exemple les Républicains, qui ont multiplié est-ce que ça dégage le chemin pour la gauche? Quelque chose qui est Alors, moi, révélateur. je crois parce que c'est ce que dit Fatima, en fait, c'est une aubaine pour la gauche qui peut arriver dans cet espace. C'est ce que j'ai commencé par là. Je crois pas que ce soit une aubaine pour la gauche. Je crois que c'est plutôt pour l'extrême droite, parce que quand on clarifie l'offre des LR aujourd'hui, et je rappelais la question des sénateurs qui ont remis sur le débat la question des mamans voilées accompagnatrices, qui ont remis la volonté d'interdire des drapeaux étrangers à partir du moment où c'était hors français et européen. Et donc du coup, on sait à peu près qui ça vise. Donc quand on a des sénateurs, les Républicains, aussi réactionnaires, aussi proches de l'extrême droite, effectivement, aujourd'hui, c'est l'offre d'Emmanuel Macron qui est clarifiée. Il fait une politique de droite et il doit l'assumer. Le centre droit. Il faut arrêter le en même temps. Et effectivement, les Républicains qui aujourd'hui vont devoir choisir. Donc ça veut dire que le débat en France, il est uniquement sur ces deux lignes-là. Juste une petite remarque. Moi, je suis Fatima. d'accord avec vous. Il fait une politique de droite avec une majorité de ministres issus de la gauche. Mais lesquels? Que ceux qui ne sont pas importants. Tous les grands postes. Le maire, les deux premiers ministres ont été des Républicains. Je suis désolée. Tous les autres viennent du Parti socialiste. Oui, sur des postes qui sont faibles. Mais dès qu'il a en fait un poste, c'est bien révélateur. Je suis désolée, mais on a quand même sur des postes très forts, sur des postes régaliens, des anciens en fait des Républicains. Ça a été, on a même appelé ça des prises d'armes. Enfin, ça a quand même du sens d'expliquer ça. Donc, il a réussi effectivement avec brio. Je vous l'accorde politiquement sa manœuvre. Je crois en revanche, et je ne sais pas s'il mesure en fait le danger qu'il est en train de faire avec la politique en France. Je suis pas complètement d'accord avec ce point. Je trouve que le raisonnement tient bien, mais en même temps, nous sommes encore une fois dans un système démocratique qui nécessite l'incarnation. Si on prend l'exemple américain, qui est une démocratie qui n'est pas tout à fait comparable à la nôtre, mais qui est quand même une démocratie qui vient de vivre un vote historique. Ce vote historique, il a amené M. Joe Biden à la Maison-Blanche. Il a été élu par les électeurs de Bernie Sanders. Mais dans quel contexte? Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un pouvoir d'incarnation suffisamment fort, ce qui s'est passé d'ailleurs à un moment avec Sarkozy ou avec Hollande, quel il y a est un le pouvoir sens d'un pouvoir d'incarnation avec une multiplicité de partis ou de formations qui sont ça rejoint ça aujourd'hui. Mais on est d'accord. Chez les LR, personne n'incarne les Républicains. Et je reviens à ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est le mouvement d'incarnation. Quel est le qui pouvoir crée de la confusion. l'incarnation quand on fait une campagne qui dit mon ennemi c'est le capitalisme et où c'est la finance, et quand on fait le quinquennat qui nous a conduit à ce moment-là et là justement Fatima Benomar, pour poursuivre votre raisonnement qui provoque le débat, puisque vous dites ça peut être une aubaine pour la gauche, mais qui justement peut fédérer, incarner et créer une dynamique d'aubaine, si je puis dire, à gauche? C'est tout le travail qui nous reste à faire pendant cette année qui reste. Et je pense pardonne-moi, Fatima, il n'aurait pas dû être fait depuis 4 ans. Parce que honnêtement, tout le monde a été surpris de la fracture en fait du Parti socialiste, même s'il était plus ou moins attendu. On a tous pensé qu'à un moment donné, les grands ténors, les éléphants comme on les appelle, allaient à un moment donné s'ouvrir, allaient se reconstruire, allaient travailler un projet. J'ai pas vu grand monde à gauche travailler, ne serait-ce que l'union en fait. On voit qu'il y a la candidate dans le Nord qui a réussi effectivement le tour de force de rassembler en fait toutes les sensibilités. Je crois pas que ce soit possible en fait. Quand on veut trouver un accord, on peut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis de gauche, s'ils veulent programmer pour 2022 une alliance, ils peuvent se mettre au travail. Au-delà des divergences. Ça a toujours fonctionné comme ça. Les partis peuvent se mettre sur une chose, c'est que ça va être très juste en cas, et je suis certain que s'il avait fait ça, il aurait perdu son élection, parce que l'électorat aujourd'hui n'est pas dupe. Et tu as raison, c'était un risque énorme pour avoir le Front National qui allait revenir. C'est une chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, c'est comme Castex, le Premier ministre. C'est son rôle de faire les accords politiques un an avant. Il a été missionné par M. Macron pour voir, on va tenter un truc avec des LR, on va voir si ça marche comme il y a 4 ans. C'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, les LR a dit non, ça marchera pas comme il y a 4 ans. On s'est fait rouler il y a 4 ans, on ne se fera pas rouler. Je ne suis pas LR, mais voilà comment je vois les choses. Allez, on va terminer cette discussion, ce débat, voir si la proposition de Fatima Benomar vous a convaincu. C'est la réunion de la... Alors, ce qui se passe en PACA, si on projette, est-ce que ça peut être une aubaine pour la gauche? Xavier Couture, je crois que ça peut l'être. Ça peut, oui, vraiment. Je crois que ça peut l'être. C'est-à-dire que ça va être un chemin horriblement difficile. Je pense que la gauche que nous propose Fadema ne pèse pas plus de 25 ou de 30% en ce moment dans l'opinion. Mais c'est peut-être un moyen de réconciliation, de se trouver opposé à une réalité. Et la campagne, c'est une dynamique. Alors, oui, rappelons que c'est dans un an. Convaincu ou pas? C'est dans 2 mois les régionales départementales, dans un an les présidentielles. C'est une aubaine peut-être dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Mais dans l'immédiat, il n'y aura aucun effet sur les présidentielles. Un an après. Et d'ailleurs, il faut créer des
avant 2017, est-ce que vous pensiez que Macron serait président ? Ah, moi, il est arrivé comme ça, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il faudra beaucoup de temps. Rappelez-vous, c'est pas l'union de la gauche qui a eu, c'est la réunion qu'il y a eu avec deux partis. On est loin du compte encore. Alors moi, je partage une grande partie en fait du discours sur la clarification en fait de l'offre politique. Et là où je vais rejoindre, mais c'est pas tant pour l'argumentation, mais effectivement là où la gauche a une chance, et j'en parlerai dans mes 90 secondes, c'est la question sociale, qui effectivement va revenir en fait sur le débat public. Et du coup, il y a peut-être une chance. Donc non, ça va être un vert. Ah, c'est un verre quand même. C'est quand même un verre. Ah, d'accord, j'ai du mal à suivre le raisonnement. Si je ne cautionne pas en fait le raisonnement qui a été dit, c'est un bon démarrage pour Fatima Benomar ce soir. Xavier Couture, consultant en communication, c'est lui qui va avoir la parole maintenant. Jean-Michel Blanquer veut interdire l'écriture inclusive à l'école. Il l'a dit, affirmé dans un entretien au Journal du Dimanche. Et voilà ce que dit le ministre de l'Éducation nationale. Si la féminisation des métiers et des fonctions est un progrès, mettre des points au milieu des mots est un barrage à la transmission de notre langue pour tous, par exemple pour les élèves dyslexiques. Non à l'écriture inclusive. Bravo Blanquer, notre langue est le premier trésor français. C'est Xavier Couture qui vous le dit. 90 secondes, top chrono. Alors, je partage totalement son point de vue sur le fait qu'il reste un travail colossal à faire sur la féminisation du nom des professions, d'un certain nombre d'intitulés dans notre société qui ont été au fil des siècles masculinisés. Cette espèce d'androcentrisme de la langue française qui provient d'un phénomène qui est très lointain, qui est la fusion du neutre et du masculin, qui existait en latin, et quand le latin est devenu français, on a fusionné le neutre et le masculin. Ah ben ça c'est... Je reviendrai dessus. Il y avait un neutre et il y avait un masculin en latin et il n'existe plus en Allez-y Xavier, perdez pas de temps. À partir de là, je pense qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de scientifiques au début du siècle dernier, Sapir et Worf, qui ont commencé à travailler là-dessus et qui ont essayé d'introduire l'idée qu'il fallait absolument rééquilibrer parce qu'il y avait des modèles civilisationnels qui introduisaient un mode de pensée par le langage et donc par un langage genré. Ce qui est vrai. Je ne disconviens pas de cela. Je dis simplement qu'on a un socle culturel, qu'il y a 12% d'illettrés à la sortie du secondaire en France, qu'il y a 30% des Français qui ne savent pas s'exprimer. Tout système qui, d'une manière ou d'une autre, introduit de la complexité dans la transmission du langage, donc de la complexité dans la transmission de notre culture, dans la complexité dans la transmission de notre langue, qui est un ciment, et qui introduit l'idée qu'il va falloir parler comme les Anglais, parce que Worf, il était très gentil, mais il voulait que, comme les Anglais, on n'ait pas, comme la langue française, une langue qui est grammaticale de genre, mais grammaticale neutre. Eh bien, nous ne sommes pas grammaticaux neutres, nous sommes grammaticaux de genre. Le français mérite d'être respecté et qu'on n'en fasse pas un SMS collectif. C'est un sport de riches, l'écriture inclusive. C'est un truc pour les beaux quartiers, c'est pas un truc pour Fatima Benomar, c'est parti pour la discussion. Je suis absolument pas d'accord avec votre historicisation, bien au contraire. C'est au XVIIe siècle qu'il y a eu une entreprise assumée de masculinisation de la langue. Vaugelas d'ailleurs théorisait qu'il fallait remasculiniser les accords grammaticaux parce que les hommes étaient supérieurs aux femmes. Et c'est ainsi qu'il a carchérisé toutes les richesses de la langue française, et notamment en supprimant les mots mairesse, peinteresse, autrice qui existaient. Et par exemple des règles grammaticales comme l'accord de proximité. Quand on disait une fourchette et un couteau sont posés, on disait ES. Et si on disait un couteau et une fourchette sont posés, c'était ES, etc. Et donc, très franchement, la question de la règle du masculin l'emporte. Personne ne la respecte. Tout le monde dit, alors qu'il suffirait qu'il y ait un caissier en France, les caissières, les infirmières, les prostituées et ES, et personne ne songe à masculiniser. Par contre, quand on parle de métiers qui sont plus nobles, ministres, députés, etc., là, tout le monde monte au créneau pour dire oui, mais il y a des règles grammaticales pour le masculin l'emporte. Oui, mais mettre des points et des tirets, etc. Mais vraiment, on est d'accord. Juste la deuxième chose. Juste la deuxième chose. Par rapport à le dyslexique, etc., à ce moment-là, il faudrait carchériser la moitié de la langue française. Excusez-moi, quand on vous parlait du tiret, comment vous apprenez aux enfants à écrire y a-t-il ? C'est-à-dire, il y a tout un tas d'expressions françaises qui se font avec des tirets, on apprend ça à nos enfants. Il y a mais pour des raisons grammaticales précises, il y a plein d'incongruités. Ça s'appelle la confusion. Juste, je termine, il y a plein d'incongruités. Par exemple, moi, on m'a appris assez jeune que femme, ça s'écrit femme, et avec la même orthographe, il faut dire dilemme. C'est comme ça. Ah non, il y a un N après. Mais non, ça s'écrit dilemme avec 2 N. Heureusement qu'il y a des personnes ici étrangères qui savent écrire français. Et donc, si je puis me permettre... Non, mais si vous
vous mettez... Aujourd'hui, la plupart des entreprises, des ONG, des institutions ont pris cette règle simple. Et en plus, plus on fait l'exercice de l'écriture inclusive, plus on simplifie. Maintenant, on écrit juste salarié-ES, enfin salarié et-ES. Et tout à l'heure, je lui montrais même un tweet du ministère de l'égalité qui faisait de l'écriture inclusive. Mais moi, j'ai vu, avec des tirets. ça ne m'empêche pas. Donc, ça ne m'empêche pas. Moi, je veux bien qu'on débatte. Mais franchement, les arguments esthétiques, oh, c'est beau, c'est pas beau. Alors est-ce que j'ai eu un argument esthétique? Ou les arguments, c'est dur pour les dyslexiques. En fait, ce que vous dites, Xavier, c'est que l'écriture inclusive va devenir exclusive pour les élèves en plus de... C'est une écriture qui est exclusive. À ce moment-là, il va falloir simplifier les 3/4 de la langue française. Vous ne m'avez pas... Mais moi, ça m'irait très bien qu'on passe tout le masculin au féminin, que ce soit le féminin qui soit dominant. Moi, si c'est neutre et féminin demain, ça ne me gêne pas. Vous ne pouvez pas récuser le fait que le latin, qui avait une forme neutre, une forme masculine, une forme féminine, a été francisé, et ça date pas du XVIIe siècle. J'adore, par exemple, lire Marguerite de Valois. J'aime beaucoup lire le vieux français. Vous verrez très bien que c'est très anarchiste sur la question. Il y avait une énorme liberté à ce moment-là, des marges de manœuvre sur le féminin et le masculin. Évidemment. Et c'est pas vrai qu'il y a eu une règle de la nuit des temps. Écriture inclusive. La suppression du neutre, elle vient de la disparition du latin. Écriture inclusive. Est-ce que Jean-Michel Blanquer a raison de dire non, pas à l'école, après si vous voulez, mais pas à l'école, ça va complexifier et exclure un certain nombre d'élèves. Rosa Méziane. Assez naturellement, je prône l'inclusion et à un moment donné où on va exclure des femmes ou des personnes de par leur genre ou leur handicap. Assez naturellement, j'ai envie de dire oui. Sauf que moi, j'ai géré 2 centres de formation pour des jeunes sortis du système scolaire et j'ai été confrontée à la difficulté en fait de l'apprentissage du français pour des personnes qui sont français. Et donc moi, je vois à quel point, même si ça reste très anecdotique, la question des points et des tirets, c'est très inesthétique, mais ça, qu'on le veuille ou non, ça complexifie la compréhension en fait du français. Moi, je suis pas spécialiste, je suis pas capable de parler pendant des heures sur l'histoire de l'écriture française. Vous n'en voulez pas l'écriture? Par contre, non, j'ai assez naturellement, j'en ai pas envie. Je crois que le vrai enjeu, et je suis assez d'accord sur le fait que ce soit quelque chose de riche. Le vrai enjeu, c'est de transmettre la communication orale, c'est de transmettre beaucoup plus de vocabulaire, c'est d'être capable de transmettre nos règles grammaticales, parce que c'est là le fondement aujourd'hui de notre langue française. La dimension idéologique, par exemple, le fait que tout le monde dise les femmes de ménage, les femmes de chambre, les hommes politiques. Non, mais sur la partie, d'ailleurs, on dit la même chose. Pour le coup, je crois ça n'a rien à voir avec l'écriture inclusive. Rien. Vous avez une incompréhension de ce que c'est que l'écriture inclusive. Monsieur Blanquer a quand même nuancé ses propos. Il a expliqué que sur tout le volet inclusivité, au niveau de la féminisation en fait des métiers, c'est naturel. Donc ça, moi, je partage. Mais sur le reste, sur l'écriture, on va voir des tweets ou des articles de presse. Avec des tirets. Non, alors, je vais vous dire, si moi ça me perturbe, imaginez en fait une personne qui est sortie en fait en 5e du collège. C'est extrêmement difficile. Ça vous perturbe parce que c'est tout nouveau. Dans 5 ans, ça perturbera plus personne. Il y a l'avis du médecin là-dessus, tiens. Bah, même pas d'un dyslexique. Moi, j'ai été dyslexique, d'accord, donc j'ai eu des difficultés au début de ma scolarité, d'accord, et tous ceux qui ont des handicaps cognitifs, auditifs et visuels, ça va être très compliqué. Maintenant, vous avez raison. Est-ce qu'on a un niveau de français suffisant en orthographe et en grammaire pour commencer à complexifier les choses? Je ne crois pas, parce que qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner les hommes et les femmes sont belles. Ça va donner déclaration des droits humains et du point de la citoyen.ne. C'est ça qu'on va faire. Pourquoi les femmes et les hommes sont beaux? C'est moins problématique que les hommes et les femmes sont belles. On a dit, on met tout au féminin, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, déjà, cette langue qui est si belle, on n'arrive pas à la maîtriser dans notre pays. Est-ce qu'on va rajouter des difficultés à tous ces enfants qui n'arrivent pas? Et même pour l'insertion, ça va être une catastrophe. Est-on aujourd'hui en pouvoir de rajouter... Je parle pas de l'égalité homme-femme, c'est pas là que je veux me battre. Elle se fait d'ailleurs à un autre niveau que cela, et je le pense vraiment. Maintenant, quand on aura un niveau d'orthographe et de grammaire où tous les Français et tous les petits Français pourront lire, écrire convenablement et accéder à des études supérieures, là, on pourra peut-être monter la barre, parce que ça va monter la barre, je pense. Mais je pense très franchement en plus que l'écriture inclusive simplifie la langue. Et je vous invite à lire les travaux d'Eliane Viennot là-dessus, qui montrent bien que ça crée de la confusion chez les enfants quand on dit Madame le député, Madame le ministre. Non, mais il n'y a qu'à dire Madame là. Mais vous êtes en train de reprendre le même argument sur lequel nous sommes tous d'accord. L'écriture inclusive, c'est tout ça. C'est vous qui réduisez l'écriture inclusive au point médian. C'est le problème des points, l'écriture inclusive. Et moi, je reprends ce qu'a dit le ministre Blanquer. Il a dit qu'il est inutile de faire un débat idéologique d'un outil de transmission, d'un outil de culture, d'un socle qui permet de vivre ensemble. Fin de la discussion. On va voir si Xavier Couture a convaincu ses petits camarades. Il aurait fallu écrit, ça aurait fait petit, point. Bon, allez, petits camarades. Monsieur Taureau. Xavier, un verre.
Un verre pour Xavier, il a raison, et bravo à Blanquer. Rosa Méziane. Non, pas dit ça. Convaincu par Xavier Couture? Oui, convaincu. Je crois que véritablement la question de l'échec scolaire est centrale dans l'éducation et je crois que ça perturberait beaucoup plus les enfants en difficulté. Je trouve ça bien malhonnête de charger la mule de l'écriture inclusive par rapport aux responsabilités de l'échec scolaire. Et donc évidemment, je ne suis pas convaincue. J'ai cru comprendre. Et puis on a posé la question sur les réseaux sociaux en parallèle, juste avant l'émission, en parallèle de notre discussion aussi, pour ou contre l'écriture inclusive. C'est juste, voilà, comme question brute. Contre 92%. C'est plié. On se retrouve dans 120 secondes pour évoquer avec le docteur Taureau l'élargissement de la vaccination et avec Rose Améziane les gilets jaunes qui risquent de revenir et une présidentielle en jaune, elle y croit. Elle va nous expliquer ça tout de suite. Qui va vous convaincre? 4 personnalités, 4 points de vue. Tous les soirs, on débat autour du chrono pendant 90 secondes et 10 minutes ensuite avec ce soir Rosa Méziane, qui est la présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires, Fatima Benomar, militante féministe, Xavier Couture, consultant en communication, et le docteur Taureau, médecin généraliste et porte-parole du collectif de soignants C19. Justement, c'est le docteur Taureau qui a la parole, médecin généraliste. Parole de candidat au vaccin, interrogé aujourd'hui à la Défense Arena par Anaïs Cruz et Joao Alencar. Ils viennent, ils regardent, ils écoutent, éligible ou pas à la vaccination, ils s'interrogent. On élargisse même plus largement parce que quand je vois tous les créneaux qui sont disponibles, autant gagner du temps et aller le plus vite possible. Oui, le plus tôt sera le mieux, mais en même temps, si on n'a pas de dose, on n'a pas de dose. Hein, donc, j'imagine que c'est ce qui commande les décisions. Je pense que plus on utilise les capacités présentes aujourd'hui, mieux ce sera et que c'est vraiment dommage d'avoir des sièges vacants, enfin des doses qui ne sont pas données ou optimisées. Là, on peut caler beaucoup plus de monde en ce moment, c'est évident. Et voilà, et pour le docteur Taureau, maintenant, il faut y aller, il faut vacciner tout le monde et surtout arrêter avec les ajustements de calendrier. Il faut assumer. On élargit 90 secondes chrono, c'est parti. Depuis le début, je vous le dis, il faut faire très vite une vaccination rapide comme certains pays. Et je vous rappelle aujourd'hui que le taux en réanimation a augmenté. D'accord ? Le nombre de personnes en réanimation a augmenté. Donc cette crise n'est pas finie malgré tous les messages optimistes qu'on peut nous passer. Maintenant, j'ai réfléchi un peu. J'ai vu la liste des gens qui pouvaient se faire vacciner dès qu'ils sont majeurs. Vous avez les obèses, c'est-à-dire une IMC supérieure à 30. Ça fait 8 millions de personnes. Ça, c'est les sites du ministère de la Santé. Déjà 8 millions de personnes. Diabétiques type 1 et 2, c'est 3,5 millions de personnes. Troubles psychiatriques, c'est-à-dire tout ce qui a des troubles mentaux, par exemple la dépression, il y a 3 millions de personnes soignées aujourd'hui en France, plus ceux qui ne sont pas soignés. Les addictions, qu'ils soient alcooliques ou cannabis, que vous voulez, c'est 5 millions. Donc déjà, de facto, vous avez 20 millions de personnes qui rentrent dans ces pathologies. Et il y en a 16 autres. Okay ? Et je me suis dit, il faut faire vite, parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les centres ? Il n'y a pas besoin d'une preuve de votre pathologie. La personne qui se dit, je ne veux pas mourir, eh ben, elle va peut-être un peu mentir. Et c'est ce qui se passe dans les centres. Ils n'ont pas besoin de dire s'ils sont diabétiques. Évidemment, comme tu disais tout à l'heure, s'ils sont très gros, on le verra tout de suite, d'accord ? Sauf que je vois pas que tu es obèse. Quand je te vois d'ici là, je te dis très clairement sans te flatter. Non, mais voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les gens y vont. Et je me suis posé la question, mais le problème, est-ce qu'il y a des doses ? Et j'ai été sur le site. Et j'ai toutes les livraisons de Pfizer et de Moderna. Vous avez bien compris que ça devient très compliqué. Quant à Johnson & Johnson, le Danemark a dit non. Donc là, pour convaincre les gens, ça va être très compliqué aussi. Et j'ai vu les doses, et ben c'est pas si mal. Pfizer, du 2 mai au 20 juin, nous aurons 29 millions de doses, plus 3 millions de Moderna. Nous pouvons vacciner tout le monde en première injection très rapidement. Allons-y. Alors, il a raison ou pas, le docteur Taureau? On y va, on élargit la vaccination. Plus de critères. Fatima Benomar. Juste pour l'anecdote, encore tout à l'heure, parce que je travaille dans le médico-social et notamment dans les foyers d'accueil médicalisés, et on nous envoyait un message, écoutez, est-ce que vous avez des proches qui veulent bien avoir un AstraZeneca, donc c'est pour les plus de 55 ans. Là, on a 6 pour demain, on ne sait pas qui les donner, etc. Donc c'est vrai que ça fait très bizarre. Bon, là, c'est le cas d'un vaccin qui est pour les plus de 55 ans, mais c'est vrai que là, je ne vois pas qu'on soit dans la situation où il faudrait réserver pour une certaine population des vaccins, sinon ils en manqueraient. On est plutôt, si j'ai bien compris la problématique, avec des doses qui sont mises de côté. Donc
peut-être organiser tout simplement des créneaux, c'est-à-dire le matin, vous avez des personnes de plus de... Enfin, selon les créneaux d'âge et toutes les catégories que vous avez citées, et puis l'après-midi, c'est plus libre pour les autres selon ce qu'on pense à détenir comme stock. Après, je vous le dis toujours, hein, je m'exprime avec beaucoup de modestie sur ce sujet-là, parce que j'aime pas faire plus experte que je ne suis, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement dans la distribution. Et puis il y a une demande de la population aujourd'hui, Rose, c'est surtout ça. Oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi passé pour un certain nombre de personnes le cap en fait des réticences à l'égard du vaccin, parce qu'on a d'autres pays aussi qui a énormément vacciné et qui retrouvent aussi un semblant de vie normale. Donc ça, je pense que psychologiquement, ça joue chez les Français. Et puis oui, effectivement, je crois qu'il faut, alors je vais pas parler d'hypocrisie, mais il faut arrêter à un moment donné, ouvrons pour tout le monde. Ça fait des semaines qu'on le réclame. Après, je crois qu'assez naturellement, il y a la question des coupes-fils. Il y a véritablement des personnes qui sont plus prioritaires. Naturellement, on lui donnera en fait une dose. Là, aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas à des personnes prioritaires qui n'arrivent pas à avoir des vaccins. On en est au fait que des vaccins ne sont pas utilisés et où on manque en fait de personnes pour pouvoir leur donner les doses. Donc oui, je pense qu'il faut ouvrir au maximum. Tu doutes? Non, c'est pas ça. C'est que on doit aller à la pêche pour trouver 3,5 millions ou 4 millions de personnes qui sont éligibles à la vaccination, qu'on n'arrive pas encore à faire venir. Donc, est-ce qu'en élargissant et en créant, tu vois, une vraie dynamique à partir de 25, 30 ans ou 40 ans, on ne risque pas d'emboliser et d'empêcher ces personnes qui sont fragiles, qui sont éligibles, d'être vaccinées? Une chose, c'est vraiment une question. Est-ce que les personnes âgées ou concernées qui n'y vont pas, c'est parce que ce sont des catégories de la population plus réticentes que les plus jeunes? Ça existe aujourd'hui. Et j'ai les derniers chiffres de ceux de 65 à 69 ans. Il y a seulement 46% de la population. Donc il y a aussi une réticence, mais on a ces vaccins. Donc il faut aller les chercher. Avant d'élargir, parce que ce sont eux qui risquent d'aller en réa pour les formes graves. Autant pour une personne... En étant vacciné, tu évites aussi de leur transmettre. Donc ça reste positif. Il y a plusieurs choses. Autant pour les gens de plus de 70 ans, il peut avoir des difficultés de se déplacer. Mais 60 ans, généralement, on est autonome à 60 ans. Je le suis, donc on peut aller. Certains ne veulent pas y aller aujourd'hui. Mais je crois que vu la quantité que je vous ai donnée, d'accord, je crois qu'on peut y aller. Et il y a deux choses. Sur la vaccination, première chose, c'est empêcher d'aller en réa et à l'hôpital. Donc c'est les plus âgés qui doivent. Mais la deuxième chose qu'il faut jouer, c'est stopper la contamination. Et ça passera par tout le monde, d'accord? Et c'est le but de faire tous vacciner pour qu'on stoppe cette contamination aujourd'hui. Et les chiffres que j'ai sur le ministère me rendent plutôt optimiste sur la livraison de Pfizer et de Moderna. Alors, Xavier Couture, est-ce qu'on élargit, on y va à fond? À mes yeux, il n'y a pas de dilemme. Si cette société doit sortir indemne, il faut éliminer. Indemne et dilemme dans la même. Il faut éliminer d'urgence cette réservation aux boomers. Il faut ouvrir, et j'ai eu l'occasion de le dire ici, il faut absolument ouvrir à l'ensemble de la population, et je dirais même cibler d'abord les jeunes. Ce sont eux les premières victimes de ce virus. Bien sûr que la mais on n'a pas les doses pour vacciner les jeunes. Et si, il y a les doses. On ne va pas les vacciner à la les jeunes, c'est après les majeurs. Les majeurs. D'accord. À partir du moment où on voit bien que les doses vont arriver d'ici le mois de juin, et même avec la problématique qui se pose autour de l'AstraZeneca ou du Johnson & Johnson, on voit bien que rien qu'avec le Pfizer et le Moderna, on peut vacciner une large part de la population. Il y a deux solutions. Ou on rend le vaccin obligatoire pour les vieux qui veulent pas se faire vacciner. Et puis s'ils veulent pas, tant pis pour eux. Sinon, ouvrons tout de suite. Ne laissons pas des doses sur les étagères. C'est absurde. Mais il n'y en a quasiment pas des doses sur les étagères. Ce qu'il reste, c'est du AstraZeneca surtout. Oui, non, mais il y a des doses sur les étagères. Il n'y a pas de dose Pfizer, il n'y a pas de dose Moderna. Oui, non, mais là, les livraisons qui arrivent, elles sont astronomiques. Non, mais quand je vois... Il n'y a pas d'AstraZeneca sur les étagères, vous le savez très bien. Bon, alors expliquez-moi, puisque d'accord, va pour ce postulat, puisqu'il y a à la fois une demande de la population... et une espèce d'urgence sanitaire si on veut passer un été correct et une rentrée. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Il y a une raison. Aujourd'hui, il y a 16 millions de personnes. Ça commence, il y a eu énormément d'inscriptions entre hier et aujourd'hui. Il y a 16 millions de personnes aujourd'hui qui sont vaccinées. Il y a 6 millions de personnes qui ont eu la Covid, d'accord? Donc ça fait déjà, on est à 16 et 2, 22, d'accord? 22. Et si on rajoute les 28 millions de vaccins qui arrivent, et même en faisant une comme en Angleterre, mais on arrive déjà à 50, 60, je vais dire, on aura gagné. Vaccinons tout le monde, les chiffres le montrent aujourd'hui. Voilà, il faut y aller là. On a les chiffres. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question.
pourquoi est-ce que le gouvernement est réticent à élargir? Parce il y a même certains de vos confrères d'ailleurs, hein, docteur Taureau. Il n'y a pas unanimité sur l'élargissement de la Moi, les chiffres que j'ai là, c'est les chiffres du gouvernement. J'ai été sur le site. Ils ont fait une projection jusqu'au 20 juin. J'espère vraiment, parce que c'est au chiffre près, que ça va se tenir. Mais maintenant, à 1 an, enfin à 6 mois de la vaccination, on s'est fait rouler. Il y a eu des retards de livraison. Là, ces chiffres sont affichés. Donc j'ai été sur le ministère et on en est là. On en est à 31 millions fin juin. Je crois que sur le gouvernement, il y a eu aussi une stratégie qui a été pensée dès le départ et que les gouvernants ont envie aussi de s'y tenir un petit peu. Mais il lâche du lest au fur et à mesure. J'ai qu'aujourd'hui, la question de la comorbidité, quand on voit le nombre de critères, ça revient quasiment à dire, quand on voit la santé des Français, sans mentir, c'est tout le monde. Quasiment tout le monde. Donc je crois que c'est une manière de ne pas faire marche arrière, mais en faisant marche arrière et en ouvrant. On est dans l'hypocrisie, quoi, en fait. Mais attendez, tu fais un sondage ici, tu verras qui est inscrit pour la vaccination. Donc on a tous plus ou moins des facteurs de comorbidité. Donc je crois que rien qu'avec ce qui a été annoncé hier et avant-hier, je crois qu'on a ouvert énormément en fait à la vaccination. Surtout, il y a quelque chose qui a été dit qui est important. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes... Avant, on devait le faire, donc on faisait des papiers pour les patients. Aujourd'hui, vous pouvez y aller sans papier. Ça veut dire quelque part implicitement, allez-y, on vous vaccine. C'est parce qu'on veut faciliter. J'ai l'impression qu'arrive à grands pas le débat sur la question du pass sanitaire et des activités qu'on aura le droit de faire ou pas. Et ce sera un énorme scandale pour le coup démocratique si jamais des personnes ont été privées de vaccination et ne peuvent pas aller dans les salles de spectacle, dans les événements ouverts, etc. Je pense qu'ils sont en train quand même de nous préparer, en le disant ou pas, au fait que l'accès au vaccin soit assez égalitaire et loyal pour que s'il y a un pass sanitaire, il n'y ait pas une levée bouclier dans le pays en disant mais moi j'ai pas eu droit à mon vaccin. Et pour vous répondre sur les avis divergents des médecins, on l'a vu depuis 1 an, il y a plus de courants dans le corps médical qu'il y en a au Parti socialiste. Hein, donc arrêtez, pour y trouver ses petits, c'est compliqué. On a été les chercher. C'est vrai que ça. Il y a plus de courants. Ça a nuit même au message passé aux gens entre ceux qui voulaient pas AstraZeneca. Ça a vraiment nuit cette bagarre. Mais attendez, tout le monde fait de la politique parce qu'aussi il y a certains médecins qui font de la politique. C'est la preuve sur cette question de l'élargissement de la vaccination. Mais il y a pas unanimité médicale. Sauf qu'ils n'ont pas le chiffre. Qu'ils aillent sur le site du gouvernement. Quand ils verront les 33 millions. Vraiment qu'ils n'avaient pas les chiffres. Ah non, c'est pas facile de les avoir. Mais il n'y aura jamais d'unanimité médicale, on le sait bien. Attention, attendez, dans tous les chefs de service, il n'y a jamais d'unanimité. Mais même entre les humains, est-ce que vous connaissez une corporation où il y a une unanimité? Ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un pays qui est régi par de la politique, que les politiques prennent les décisions. Justement, j'ai l'impression que le docteur Taureau ce soir a fait l'unanimité concernant sa proposition. On arrête l'hypocrisie, on donne le feu vert et on vaccine tout le monde à partir du moment où on est majeur. Rosa Méziane. Feu vert. Feu vert. Fatima Benomar. Feu vert aussi. Xavier Couture. Feu vert. 3 feux verts ce soir pour le docteur Taureau, qui est nommé de facto ministre de la Santé en charge de la vaccination. Tout du moins jusqu'à l'été. Après, on verra. Olivier Véran, je suis désolé. Ça a été nommé par BFM, donc j'arrive demain matin au ministère. Merci docteur pour la première fois. Merci beaucoup pour passer la main. Pour la première fois. Alors, on a posé la question sur les réseaux sociaux justement pour voir si vous êtes en phase avec la proposition du docteur Taureau. Est-ce qu'il faut élargir la vaccination vite et sans hypocrisie? C'est un oui à 87%. C'est ce qui s'appelle une majorité sans appel. On va terminer avec Rosa Méziane, présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires. On va reparler du 1er mai. Il y a eu entre 150 et 200 cortèges partout en France. À Paris, on a vu les gilets jaunes revenir dans le cortège. Exemple avec Jérôme Rodriguez. Et il le dit, il affirme, ne croyez pas qu'il faut enterrer les gilets jaunes. Le mouvement est là, il est toujours vivant, il est implanté et il ne demande qu'à ressortir. Les Gilets jaunes se sont déjà inscrits sur des municipales avec des listes citoyennes. La plus célèbre d'entre elles, vous avez Madame Deval qui est sur la mairie de Pontoise. Il y a plein de Gilets jaunes aussi qui ont pu avoir accès. Moi, je trouve ça très bien. Ça nous permet de récupérer un peu les rênes de la politique. Vous avez énormément de groupes qui travaillent justement sur les élections présidentielles qui auront des choses à proposer. Vous savez qu'il y a un syndicat des Gilets jaunes ? Vous savez qu'il a pu rentrer chez Amazon, qu'il a pu rentrer à la Fnac, qu'il a pu rentrer chez Carrefour Market. Ça fait peur aujourd'hui parce qu'on veut une autre chose, on veut un autre système, on veut des syndicats qui s'occupent des travailleurs français et de l'ensemble des travailleurs français, qu'ils portent ou qu'ils ne portent pas de gilets jaunes.
Présidentielle, les gilets jaunes reviennent. Présidentielle, elle aura la couleur jaune. 90 secondes pour nous convaincre. Rosa Méziane, top chrono. Alors on avait un peu oublié ces images terrifiantes de Black Blocs qui saccagent Paris, mais je crois qu'on avait surtout oublié la situation dans laquelle se trouve la France. La France est en crise depuis assez longtemps. Au-delà de cette crise sanitaire d'ailleurs, nous sommes en perpétuelle crise qui se succède. Crise financière, crise sécuritaire, crise sociale depuis près de 30 ans maintenant. Alors cette fracture sociale très profonde, c'est un peu une plaie béante qui était anesthésiée par le Covid depuis près d'un an. Et le mouvement des Gilets jaunes, au-delà de ses dérives violentes ou politiques, était initialement un cri d'alerte de la part de milliers de Français qui étaient plus ou moins à bout. Et je comptabilise même pas ceux qui sont plus ou moins en train de ruminer silencieusement. Pourtant, nombreux sont les Français qui avaient joué le jeu des cahiers de doléances et des grands débats. Mais qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Qu'est-ce que sont devenus ces 2 millions en fait de contributions qu'on avait sur Internet? Pas grand-chose malheureusement. Et vous savez, cette dernière année qui vient de passer, elle nous a appris la valeur de nos fonctionnaires, que ce soit dans la santé, la sécurité, l'éducation, et à quel point nous y sommes attachés. Cette dernière année qui vient de passer, elle nous a rappelé que le livreur, la caissière ou les boueurs, c'est bien ceux qui font tourner tout notre petit monde. Ces petites mains qu'on aime appeler, eh ben, ce sont ceux-là même qui sont touchés par la précarité et un certain monde qui les fragilise, notamment avec un certain nombre de réformes, comme la réforme du chômage ou les retraites qui arrivent. Et donc, l'erreur, ce serait une nouvelle fois de mettre un couvercle sur l'état de notre pays et d'être sourd face à cette détresse. Je crois que les Français souffrent suffisamment et que si on revient sur la question des réformes et des restrictions pour rembourser cet argent magique, je crois qu'il y aura une véritable fracture. Donc ce 1er mai, il faut le voir comme un premier avertissement parce que les projets 2022 des différents présidents doivent être beaucoup plus teintés de jaune pour une France beaucoup plus sociale. Les Gilets jaunes reviennent, Xavier Couture. Oui, je partage ce point de vue. Je pense qu'à partir du moment où on a effectivement eu cette période qui a été une sorte de cautère obligatoire sur une jambe souffrante, on a oublié ce qu'étaient les problématiques qui avaient amené les Gilets jaunes. Alors bien sûr, il y a eu des événements qui ont été la limitation de vitesse ou l'augmentation du gazole, mais on a bien vu que c'était un révélateur d'un mal profond qui se traduit, on l'a dit tout à l'heure, par l'éviction d'un certain nombre de corps intermédiaires, les partis politiques, les syndicats, on l'a vu pour le défilé du 1er mai, il y a cette prise de conscience que une partie très importante de la population, et vous l'avez cité, ces travailleurs de la deuxième ligne, le caissier, l'infirmier, la boulangère, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont été évidemment, je dirais, nous sont apparus comme essentiels. Pour le coup, vraiment essentiel. On a eu, entre guillemets, un commerce essentiel avec eux. Je pense que s'il n'y a pas, dans le discours politique, une prise en compte rapide de ce que sont ces préoccupations, qui ne sont pas que des préoccupations à caractère politique. Les politiciens s'en emparent pour en faire des résumés politiques. C'est faux. Il y a une préoccupation d'ordre social, profonde, une crise de société. La crise de société, il faut la traiter. Fatima Benobar. Ouais, souvent, moi, quand je dis que je crois encore à l'existence de la gauche, et ben, spontanément, je pense jamais au parti. C'est souvent mes contradicteurs qui me rappellent ça, mais moi, je pense toujours du côté du peuple. Et c'est vrai qu'à chaque fois, et au moment où on s'y attendait le moins, on a eu la résurgence de grands mouvements sociaux de masse. Que ça a été les Nuits debout lors du précédent quinquennat, qui mettaient à la question à la fois la question sociale et la question démocratique, la remise en cause notamment du 49.3. Même chose pour les Gilets jaunes. Au moment où on pensait que c'est bon, le mouvement des cheminots avait eu du mal à se maintenir, le débat a été envahi par la résurgence du peuple avec des revendications sociales et sur la question démocratique. En face, par exemple, sur le terrain de l'extrême droite, je n'ai jamais vu un mouvement de masse défiler avec des milliers de personnes dans la rue pour dire ça suffit, on veut dire stop à l'immigration, c'est faux. Et ça a toujours été des mouvements groupusculaires. Donc je pense que cette volonté profonde du peuple de changer le système et de remettre en cause le néolibéralisme existe et que du coup, ça a une facilité pour lui trouver un débouché politique. Oui, en tout cas, j'espère qu'il jouera un rôle pour 2020. Je trouve un peu facile l'appropriation par l'extrême gauche ou par la gauche du mouvement des Gilets jaunes. Je trouve l'argument un peu précieux. On s'en fout de la gauche, mais en tout cas, leur logiciel était social et démocratique. Moi, je crois ce qu'on a tous vécu, c'est la première fois depuis de nombreuses années que c'est le citoyen qui bouge, sans gauche, sans droite,
sans syndicat, parce qu'ils souffrent vraiment. Et vous avez raison. Si des fois, c'est pas écouter ça, ça va repartir. D'accord ? C'est clair. D'ailleurs, ça repartait et ça a été loin. Les lycéens commençaient à bouger. Tout commençait à bouger. On bloquait, rappelez-vous, c'était il y a 2 ans. On bloquait tout. Je dis aujourd'hui que ça a dépassé les partis politiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont. Rappelez-vous, c'est tous ces ronds-points qui étaient par des citoyens qui faisaient des barbecues. C'était le citoyen qui venait dire que le coût de la vie, c'était trop cher, qu'on n'y arrivait plus parce qu'on n'y arrivait pas. Mais ça dépassait les partis politiques et les partis politiques n'avaient rien à faire là-dedans. C'est les citoyens qui savent. Mais ça a été noyauté ensuite et dévoyé. Mais c'est toujours comme ça, parce que les autres ont faim. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, ils voulaient être d'accord. Il y a un autre ingrédient qui encourage ça, c'est la répression. C'est-à-dire qu'à un moment, la répression du mouvement social est tellement brutale que forcément, le seul discours qui existe sur les manifestations, c'est les violences. Ça veut dire quoi ? Les gilets jaunes reviennent. Quel type de gilets jaunes ? Comment est-ce que la présidentielle peut être gilet jaune ? À l'image du peuple. J'y réponds quand je dis à un moment donné, au-delà des dérives en fait de violence ou politiques, parce qu'il y a eu un certain nombre de listes déjà lors des européennes, en fait, qui ont fait un résultat ridicule. Je crois qu'il faut faire attention, en fait, entre des personnalités qui se sont revendiquées représentants de Gilets jaunes et le mouvement. Et c'est pour ça que je parle, en fait, d'une teinte jaune et non pas d'un mouvement, en fait, Gilets jaunes. Je crois qu'aujourd'hui, le mouvement Gilets jaunes en soi... Oui, mais alors la teinte jaune, on la voit où, la teinte jaune ? Je crois qu'aujourd'hui, elle doit être travaillée... Comment elle doit se traduire ? Je te dis, dans chacun des projets des hommes politiques qui se présenteront à la présidentielle. Aujourd'hui, ceux qui veulent nous vendre que la présidentielle se jouera sur la question de l'immigration ou de la sécurité sont en erreur. La question est sociale. Les Français ont besoin de savoir, après cette crise sanitaire, parce que si on pense... Parce que même si on annonce, en fait, 1 point de croissance, c'est Bruno Le Maire qui l'a annoncé, je crois qu'on aura énormément de cas sociaux. Il y a énormément d'entreprises qui vont licencier économiquement. Et si on n'est pas capable d'avoir un projet à long terme pour accompagner les Français, si on n'est pas capable de redonner plus de social, et ça fait partie de notre constitution tout de même... Social, attendez. Le social, on l'a depuis 1 an et demi, le social. On a un gouvernement qui tient à bout de bras avec le chômage partiel et de l'argent magique, l'économie et les Français. Il tient à bout de bras de manière conjoncturelle. Moi, je suis en train de faire le tour des supermarchés qui entourent l'arrondissement où je vis. Par exemple, les caissières, ça n'existe plus. Les 3 grandes distributions qu'il y a autour de moi, moi, je leur dis, moi, je boycotte les machines. Attendez, tant mieux, on a toujours dit que les caissières, c'était un métier qui était précaire, pénible. Si aujourd'hui les métiers précaires et pénibles, non, j'ai pas dit qu'il fallait les mettre au chômage, il fallait les former. Si on peut remplacer les métiers précaires et pénibles par des machines, il vaut mieux former les gens à faire des métiers qui soient moins précaires et moins pénibles. Je peux vous dire qu'elles leur ont pas trouvé autre chose, ils les ont juste virés. Là, on parle tous de l'argent magique. Effectivement, il y a eu énormément d'argent qui ont été déboursés, beaucoup pour soutenir en fait les entreprises, les entrepreneurs, et c'est une bonne chose. Sinon, la casse sociale serait arrivée beaucoup plus tôt. Mais c'est ponctuel. Là, je te parle en fait d'un projet sur le long terme. Et si on n'est pas capable d'entendre qu'aujourd'hui, les Français qui souffrent ne seront pas en mesure d'assumer des réformes et des restrictions pour pouvoir rembourser cet argent, je crois qu'on sera une deuxième fois sourd à la volonté des Français. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'en est beaucoup sorti avec la question du grand débat il a dit qu'il repartirait sur les routes à la rentrée. Et de ses contributions, je crois qu'il aurait dû dissoudre l'Assemblée pour redonner la voix au peuple. Il a fait un saut de puce où effectivement il est passé... c'est la voix du peuple aussi, l'Assemblée. C'est le peuple qui vote pour les députés. Oui, sauf que la fracture est arrivée. Sauf que la fracture est arrivée comme après. Tu disais, pour cette et d'autres hommes politiques ont eu beaucoup plus de courage. Ils ont voté pour des Macron, ils n'ont pas voté pour des députés. Je crois que c'est difficile je pense que la dimension sociale est essentielle dans le mouvement des Gilets jaunes. Je ne crois pas qu'elle soit unique. Je pense qu'il y a aussi une problématique d'identité, de dépossession culturelle, que ça va au-delà de la dépossession sociale. La partie sociale est très importante, mais il y a une dépossession géographique. Et j'inscrirais d'une certaine façon dans ce mouvement Gilets jaunes. Je pense que la tribune des militaires, elle est pas loin de ça, dans la tête des militaires. C'est la dépossession de leur propre identité. C'est la dépossession d'un monde qui, d'un seul coup, échappe à ceux qui pensaient je crois pas. Rosa Méziane et puis ensuite on termine. Les jeunes ont mis en avant ces thématiques de l'identité ou de la sécurité. À aucun moment. Non. Je ne parle pas de la sécurité. Je parle pas de la sécurité. Rosa Méziane. Ils ont parlé du manque de services publics. L'existence, mon existence. Je crois que ce qui est ressorti de ce mouvement, c'est à un moment donné, écouter notre colère. On travaille tous les jours et on n'arrive pas à s'en sortir. Et je crois que c'est là véritablement le fondement. Alors bien évidemment, c'est un peu cette France des oubliés. C'est pas parce qu'on habite la Creuse. C'est fini. Voilà. Mais quand je parle du social, c'est surtout sur le volet économique réellement. Alors, avez-vous été convaincu par cette prise de position de Rosa Méziane ?
On a vu le 1er mai, présidentiel, les Gilets jaunes vont revenir. Xavier Couture. Oui, modulo a une réserve sur le caractère uniquement social des Gilets jaunes, mais oui, évidemment, je suis convaincu. Ludovic Toro. Oui, je suis convaincu, mais c'est pas seulement ça. C'est en fait, ces gens qui étaient là n'avaient pas 18 ans. Ils avaient 40, 50 ans. Ils ont connu une autre France. Et ils aspirent à quelque chose. Et je suis désolé de le dire, depuis 30 à 40 ans, il y a plein de choses dans le pays qui ne va pas et qu'il faudra mettre. Et c'est eux qui vous disent, il faut changer la France. On veut la voir comme on l'a connue dans le passé. Chacun a sa perception de la manière dont ça doit changer. Fatima Benouar. D'accord. Et finalement, ce clivage de génération s'est fait parce que les plus jeunes, ils sont nés dans une société où le néolibéralisme avait fait tellement de progrès qu'ils ne savaient même pas exactement ce que c'était que la sécurité de l'emploi par rapport à leurs aînés qui ont connu un moment où le CDI à temps plein était la norme. Et on a posé la question, c'était un carton plein pour Rosa Oui, je vois ça, je commence à m'habituer. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les Gilets jaunes vont revenir? Est-ce qu'ils peuvent influencer? Non, à 79%. Alain, rappelle-toi, lors des Gilets jaunes, on était dans l'émission Les Grandes Gueules. Ouais. Avant la première manifestation, j'étais la première à dire qu'on avait tous les ingrédients en fait d'un mouvement populaire de révolte. Et tout le monde avait ri sur le plateau. Et après la manifestation, on s'est aperçu à quel point c'était profond. Je crois encore une fois que ceux qui minimisent l'impact des Gilets jaunes, ou en tout cas de la crise sociale, se trompent encore une fois. On se retrouve demain 19h pour le 120% News, suivi à 20h du Qui va vous convaincre. Dans un instant, ne ratez pas Ligne rouge consacrée justement, ça va revenir à notre problématique, à Amazon, devenu le géant impérialiste de l'e-commerce, la machine à vendre Amazon. C'est sur BFM TV que ça se passe. Bonne soirée et à demain 19h.